Bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes ce matin avec le professeur Brema Elidiko, membre de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation au Mali. Justement, avec lui, nous allons comprendre ce que ce document fondamental attend des autorités et légitimités traditionnelles dans la construction d'un Mali réconcilié, paisible et solidaire. Cet échange donc s'inscrit dans la campagne de vulgarisation menée par le groupe Renaissance en partenariat avec journalistes pour les droits humains, JDH, pour informer et sensibiliser sur les dispositions de la charte et lutter contre la désinformation. Professeur Diko, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Okay. Alors, selon les articles 1 à 4, quelle est la vocation globale de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation et pourquoi est-elle vraiment essentielle aujourd'hui au Mali? Merci bien pour la question. Il faut garder à l'esprit que la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est le document de référence pour toutes les questions relatives à la paix, à la sécurité, au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Le Mali a cette opportunité, cette fois-ci, d'avoir lavé le linge sale en famille. À chaque fois qu'il y avait des difficultés au Mali, on est toujours parti soit à Alger, soit à Ouagadougou et il y a une interférence extérieure. Donc pour une des rares fois, suite à la volonté du président de la transition, son Excellence le général Assimi Goïta, il y a eu un processus national d'appropriation du processus de paix. Cela, en fait, a permis aux Maliens de se parler, de se retrouver, qu'ils soient des Maliens à l'intérieur ou des Maliens de la diaspora, d'échanger sur des questions fondamentales liées à la paix, à la sécurité, au vivre ensemble, à la cohésion sociale. Et finalement, la vision de la charte, c'est une nation réconciliée dans un État refondé, en paix, avec lui-même. Il y a des principes. Les principes de la charte, c'est le respect de l'état des droits, le respect donc des principes démocratiques, la liberté d'expression, le dialogue, donc toutes ces valeurs-là finalement qui font de l'unité, le vivre ensemble. Et l'idée de la charte, c'est vraiment de donner aux Maliens finalement un document de référence qui va être un document à la fois une sorte de contrat moral mais aussi un contrat social qui rassemble suffisamment d'informations qui permettent normalement la restauration de l'autorité de l'État, qui permettent de donner plus de place à nos valeurs partagées, mais aussi à nos mécanismes endogènes de prévention et de gestion de conflits et éventuellement de faire en sorte que chaque acteur puisse trouver sa place dans la question de la réconciliation au Mali. Alors, comment cette vocation s'inscrit-elle dans la refondation de l'État? Bon, vous savez, la charte est le résultat d'un processus. Il y a d'abord eu ce qu'on appelle le dialogue intermalien. Donc c'est un dialogue qui s'est tenu pendant plus de 7 mois, à la fois à l'intérieur du Mali, mais aussi dans les missions diplomatiques et consulaires. La diaspora a contribué, les réfugiés ont contribué, les déplacés internes. Donc finalement, tous les Maliens, quel que soit leur profil, ont pris part au dialogue au niveau des communes, au niveau des régions et à Bamako. On est arrivé à se mettre d'accord sur 3002 recommandations. Et après, on a fait des résolutions. Parmi les résolutions, les 5 résolutions, il y avait la rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, parce que les Maliens ont dit, nous sommes sortis de l'accord d'Alger. Cet accord liait le Mali à des belligérants qui étaient regroupés au sein de la coordination du mouvement de l'Azawad, qui sont devenus maintenant le front de libération de l'Azawad. Donc finalement, cet accord étant caduc, il était nécessaire de trouver un cadre de discussion entre Maliens sans interférence extérieure pour se mettre d'accord sur finalement qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce qu'il faut pour la paix et la réconciliation au Mali. Donc les Maliens ont échangé sur ces questions. Des communautés au nom desquelles les armes ont été prises à Gao, à Ansongo, à Menaka, à Gelhok, à Tessalit, etc., ont contribué aux discussions à l'échelle des communes, des régions et même dans les camps de réfugiés. Donc tous ont dit les préoccupations et les dispositions qu'ils souhaiteraient voir figurer dans le document de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Donc tout cela, finalement, nous a permis de rédiger un document qui n'est pas si volumineux, mais qui comporte 16 titres, 39 chapitres et 105 articles, et qui dit clairement quels sont les acteurs de mise en œuvre de la charte. Parmi les acteurs, il y a par exemple l'État, qui est le garant du bien-être collectif et individuel. Les seconds acteurs, ce sont les collectivités territoriales. Le troisième, c'est les autorités de légitimité traditionnelle. Le quatrième acteur, ce sont les confessions religieuses. Le cinquième acteur, on a le secteur privé. Le sixième,
la société civile et le septième acteur, les citoyens. Pour dire que, quelle que soit notre échelle d'action, nous avons une responsabilité et nous avons des rôles en fait, qui sont assignés, des choses que nous devons normalement faire au quotidien pour que le vivre ensemble soit possible au Mali. Donc la charte définit justement ces rôles et dit quel acteur doit faire quoi. Alors, professeur, du coup, nous restons dans le document d'après l'article 35 et le titre 13. Quel rôle la charte assigne-t-elle précisément aux autorités traditionnelles dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale et du vivre ensemble? En fait, de ce point de vue, la charte en réalité ne fait que rappeler ce que ces autorités légitimes traditionnelles font et devraient faire. Avant la naissance de l'État-nation, pour le cas du Mali en 1960, ces autorités légitimes traditionnelles étaient là. Ils tirent leur légitimité des coutumes, ils tirent leur légitimité des traditions et sont des acteurs qui sont en contact direct avec les populations, qui savent en termes de prévention, de gestion et de règlement de conflits, qu'est-ce qu'il faut faire, qui définissent finalement dans la société la place dévolue à chaque acteur selon notre sexe, selon notre rang social, ce que nous on appelle en sociologie le statut social, et disent clairement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire. Donc la charte dit, finalement, vous, autorités, le pays a souffert, le Mali est à la croisée des chemins, vous, autorités légitimes traditionnelles, vous devez reprendre en main votre responsabilité première qui est, par exemple, de conseiller les citoyens, d'être là pour les citoyens, de les alerter et de mettre en place des mécanismes locaux en termes d'accès, en termes de gestion, en termes de règlement des conflits. Donc accès aux ressources naturelles, gestion des ressources naturelles et en termes de prévention, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc la charte rappelle aux autorités qu'il y a des valeurs. Parmi ces valeurs, c'est par exemple le dialogue, la tolérance, le travail. Donc la charte rappelle aux autorités leur responsabilité première de dire aux citoyens qui sont dans des circonscriptions gérées par ces autorités, que ces autorités en fait doivent s'impliquer. Elles ne doivent pas en fait attendre tout de l'État. Elles doivent se dire, nous avons été là avant l'État. L'État arrive et l'État reconnaît notre responsabilité et dans ces cas-là, c'est à nous de faire en sorte que nos mécanismes traditionnels de prévention et de gestion de conflits puissent prévaloir dans le règlement des conflits, dans la prévention même des conflits. Et c'est pour ça que la charte rappelle par exemple aux autorités l'existence des alliances matrimoniales, l'importance de la parenté à plaisanterie, l'importance de la coopération, l'importance du bon voisinage, l'importance de des foires et des marchés, pour dire que les foires et les marchés, au-delà de l'aspect commercial, sont des lieux de retrouvailles, des lieux dans lesquels on profite pour régler nos différends. Pour dire que la justice conventionnelle existe, elle est une possibilité pour tout citoyen, mais que la justice coutumière qui est mise en œuvre et conçue et mise en œuvre par les autorités légitimes traditionnelles, que c'est elles qui doivent jouer ce rôle pour pouvoir faire en sorte que les citoyens, en cas de différend, puissent d'abord venir vers ces autorités. Par exemple, le cas des chefs de village, connaissent la question de qui est le primo-arrivant, qui est le propriétaire terrien, quelles sont les règles d'accès à la terre. Donc, en cas de conflit foncier, que les communautés viennent vers ces autorités pour prévenir, donc que les autorités finalement essaient de voir, écouter les témoins pour dire qui a raison, qui a tort, et donc qu'elles puissent finalement faire soit de l'arbitrage au besoin, soit de faire de la médiation, soit de faire de la conciliation. Donc ce sont ces missions que la charte rappelle pour le cas par exemple des chefferies locales. Pour dire aussi que ces citoyens, ces valeurs qu'ils ont, certaines de ces valeurs sont fondées sur des institutions, telles que par exemple le mariage. L'importance du mariage aujourd'hui est telle que dans notre société que ça permet de renforcer les liens entre les personnes, mais aussi entre les communautés. Pour dire que les autorités doivent jouer un grand rôle dans l'organisation à la fois de ces mariages, mais aussi dans le maintien des couples. Parce qu'en fait, en cas de divorce, il y a différents problèmes pour les enfants, mais aussi pour les personnes impliquées. Quand je prends le cas aussi, par exemple, quand on parle des autorités de légitimité, il y a le cas des communicateurs traditionnels. Ces communicateurs traditionnels sont des médiateurs sociaux. C'est des gens qui sont là dans la conciliation, dans la médiation, mais aussi dans la sensibilisation sur les risques, attirent l'attention des chefferies traditionnelles sur les risques. Parmi les autorités de légitimité traditionnelles, il y a ce qu'on appelle les cadis. Les cadis, c'est le juge islamique. Ils sont à Tombouctou, ils sont à Gao, ils sont à Kidal. Règlent des différends en matière civile
notamment dans ces régions du Nord, et sont très reconnus, utilisés par les populations de ces régions-là. Donc pour dire à ces cadis, la Constitution donne la place aux autorités légitimes traditionnelles, la charte aussi ne fait que réaffirmer ce que la Constitution dit de ce point de vue. Donc essayer de faire en sorte de juguler les différends avant d'arriver au niveau du tribunal. Donc ce sont ces aspects-là qui sont rappelés par la charte. Ok. Professeur Diko, la charte parle également de collaboration avec l'administration. Justement, comment cela peut-il se matérialiser au quotidien, surtout dans les zones rurales? Oui, alors c'est un élément important parce que quand je prends le cas de règlement de conflit, certains se font au sein des foyers, d'autres se font à l'échelle du village, donc dans les vestibules. Il y en a qui se font chez les maîtres de terre, ça peut être au Toguna Dogon ou peut-être chez les Djoro, chez les Peuls. Donc il y a comme ça différents lieux et différentes instances de régulation, de conciliation, de médiation. Dans certains cas, le différend peut opposer des villages, peut opposer des communautés, peut opposer des groupes socio-professionnels tels que les agriculteurs et les éleveurs pour les conflits les plus fréquents, ou entre agriculteurs et pêcheurs, ou entre agriculteurs et éleveurs, ou entre éleveurs et pêcheurs, ainsi de suite. Et donc, ce qui est prévu, c'est que quand ces différends opposent des communautés, et qu'on arrive à discuter dans le cadre des mécanismes des institutions au niveau local, qu'il y a un accord entre les parties, que les protagonistes se rendent au niveau de la justice ou au niveau du préfet ou du sous-préfet pour homologation de la décision qui va être convenue. Parce que vous savez, les discussions se font entre deux personnes, c'est une discussion verbale, c'est de l'oralité, il n'y a pas un papier. Mais lorsqu'un différend, par exemple, oppose quelqu'un, deux acteurs, même autour du foncier, ça c'est des cas très fréquents en milieu rural, parce que c'est l'exemple que vous souhaitez, donc deux paysans qui se battent pour une parcelle. Les autorités légitimes traditionnelles arrivent à trancher avec l'implication du maître de terre. On se met d'accord. Mais c'est un accord verbal. Une des parties peut aller au niveau de la justice. Donc, il faut éviter cela. L'idée, c'est de dire que si on a un accord, il y a les témoins. Dans ces cas-là, on va à la justice et le juge écoute les parties. Les témoins réaffirment qu'effectivement, rappellent le différend. L'accord obtenu va être donc connu du juge et à partir de là, il y a un papier qui va être fait. On appelle ça l'homologation par le juge. Ah, c'est une des procédures. Mais cette homologation peut être faite aussi par le sous-préfet ou le préfet. Donc tout ça pour dire quoi? Comme l'État a ses services déconcentrés, tous les moyens, conditions sont réunies pour que les collectivités puissent contribuer, pour que les services déconcentrés de l'État puissent contribuer, et donc que les citoyens aient le choix d'aller saisir une des instances pour homologuer la décision. Dans certains cas, cela ne nécessite pas d'homologation. Mais quand on parle de saisir les autorités, il s'agit de l'homologation de la décision des parties. Alors, nous sommes dans la charte, professeur Diko. Les articles 38 à 41 insistent sur les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits. Quels sont ceux portés par les légitimités traditionnelles et officiellement reconnus aujourd'hui par l'État? Alors, le premier élément important à ce niveau-là, c'est le vestibule. Le vestibule, c'est un lieu où les acteurs se retrouvent, où il y a le chef de village et ses conseillers. Ces conseillers sont généralement les familles qui sont arrivées en première position. Et selon les différents, il y a un conseiller qui s'occupe de ça. Il y a le Toguna, ça dépend en fait de l'activité. Quand par exemple, je prends le cas des éleveurs dans le centre de Mali, c'est plutôt le Djoro qui est l'institution qui régule. Si on est dans le pays d'Ogon, donc pour Bankas Badiangara Koro, ça va être le Toguna avec le Hogon qui est en fait le guide, le prêtre qui doit réguler cela. Donc dans les milieux sédentaires, c'est le vestibule du chef de village qui doit réguler cela. Et dans ce cas-là, c'est le dialogue qui est utilisé par les acteurs pour régler le différend. Mais dans d'autres cas, c'est des relations, des mécanismes qui sont en rapport avec le mariage. Dans d'autres mécanismes, c'est plutôt la parenté à plaisanterie. Il y a aussi des mécanismes qui concernent plutôt le rôle du griot. Et ce griot aussi, selon qu'on soit au nord ou au sud, ce n'est pas les mêmes types d'acteurs. Chez les Peuls, par exemple, c'est les Babo. Ce n'est pas tout à fait les griots. Donc en milieu Bamana, ça va être ou Malinké, ça va être le Djeli, donc le griot. Donc dans d'autres milieux, ça va être les Founé. Donc dans chaque milieu, il y a un acteur qui est ce qu'on appelle un communicateur traditionnel, qui a donc ce rôle de médiateur, qui s'implique. Et après, au besoin, on peut aller voir la chefferie, donc le vestibule, ou on peut aller voir le Djoro, ou on peut aller voir le Hogon,
où on peut aller voir le Cadi. Donc ça dépend en fait du milieu, parce que le Mali, finalement, il y a plusieurs aires socioculturelles et chaque aire socioculturelle a ses propres réalités. Donc les mécanismes varient selon les localités. Mais de façon générale, on a le vestibule, comme pour les agriculteurs. On a le Hogon et le Toguna pour le cas des Dogons. On a le système Dioro pour les éleveurs Peul. Si on est chez les pêcheurs, c'est le système Bessema. Donc vous voyez, donc chaque milieu comme ça a ses... voilà. Dans d'autres endroits, comme pour les régions du Nord, c'est plutôt le Kadi. Et aussi, dans certains cas, il y a l'imam qui est utilisé. Donc vraiment, c'est assez protéiforme. Alors, comment garantir que ces pratiques soient respectées, valorisées et intégrées dans les processus officiels de justice ou de dialogue communautaire? Alors, il y a deux niveaux pour ces deux dimensions dans cette question. La première dimension, il y a un projet de loi qui est en cours d'élaboration par le ministère de la Justice pour voir comment la justice conventionnelle, donc de l'État, va coexister avec les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits. Donc, quelle va être la place des autorités légitimes traditionnelles? Il y a déjà une loi même qui dit qui est autorité et légitimité traditionnelle. Ça, c'est la première partie. Donc, quand la loi va être votée par le CNT, donc on verra les autres éléments qui vont être consignés dedans. Le second aspect, c'est que les autorités légitimes traditionnelles savent déjà quel est leur rôle, parce qu'en fait, elles tirent leur légitimité des coutumes, des traditions, et de ce point de vue, les communautés reconnaissent ces coutumes, ces traditions. Les communautés viennent vers ces autorités dans le cadre des règlements et les sollicitent, savent comment procéder. Quand on vient voir un chef de village, pour un différent, lié à la terre, en général c'est lié à la terre, ou lié à des questions de couple, ou à des questions d'héritage, le chef de village, il a ses conseillers qui vont appeler, appeler les témoins. Donc chaque partie amène ses témoins. La discussion peut arriver à être résolue le même jour, ou peut-être ça prend 2 jours ou 3 jours. Mais en général, il y a tout un mécanisme de suivi aussi qui est mis en place en cas de récidive. Donc il y a des garde-fous que les communautés mettent en place. Voilà. Alors, si nous prenons le titre 14 et de la charte, il prévoit des formules d'engagement spécifiques pour les autorités traditionnelles. Concrètement, que doivent-elles faire pour honorer ces engagements? Ce qu'elles doivent faire, c'est simplement ce qu'elles font. C'est de se dire, nous sommes des citoyens, comme d'autres, mais nous avons une spécificité en tant qu'autorité. Nous avons la légitimité liée aux coutumes, et l'État aussi nous reconnaît dans la Constitution. En tant que citoyens, nous avons donc un rôle de pacification de nos villages, de nos quartiers, de nos communes. Et nous avons un rôle de collaborateur avec les collectivités territoriales. Et nous sommes donc des guides et des exemples pour les citoyens. Donc c'est ce rôle-là finalement que ces autorités peuvent jouer. Et quels défis majeurs doivent-elles relever pour être à la hauteur de ces attentes dans un Mali en pleine mutation? Le premier défi, c'est à mon avis essentiellement la sécurité. Il y a des acteurs nouveaux, qu'on peut appeler groupes terroristes, groupes extrémistes violents, peu importe la sémantique utilisée, qui arrivent avec une nouvelle idéologie, souvent qui se fient pas mal des mécanismes anciens qui existent, et en raison de l'insécurité même arrivent à... Certains chefs de village ont été tués. Certaines autorités et légitimités en fait, ont dû abandonner leur localité. Donc c'est vraiment comment concilier leurs activités avec l'insécurité aujourd'hui. Le second défi, c'est aussi peut-être accepter de se former aux modes alternatifs qui existent, qui sont aujourd'hui véhiculés par les ONG et d'autres acteurs, pour pouvoir aussi renforcer ses compétences et accepter que les décisions habituellement qu'on prend avec de l'oralité, avec un simple accord verbal, puissent être homologuées par un représentant de l'État, que ce soit un juge ou un préfet ou un sous-préfet. Donc pour moi, ça c'est les 3 défis importants à relever. Alors, à travers ces dispositions précitées, la charte redonne-t-elle une légitimité renouvelée aux chefs traditionnels? Peut-on les considérer comme des piliers incontournables du Mali de demain? Il est clair que les autorités légitimes traditionnelles ont été des piliers pour nos sociétés avant l'indépendance. Elles ont continué à l'être, et la Constitution du 22 juillet 2023 a réaffirmé le rôle important des autorités de légitimité traditionnelle, et la charte a encore réitéré cette importance des autorités légitimes traditionnelles. Donc les autorités leur ont donné, je pense, un drapeau. Il y a une reconnaissance donc officielle. Il y a des bâtiments qui sont en construction pour que, par exemple, les chefferies puissent trouver un cadre de travail approprié pour faire leur mission quotidienne.
Alors, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien, professeur Diko. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux autorités traditionnelles du pays pour qu'elles s'engagent pleinement dans la dynamique de paix, de réconciliation et de respect des valeurs partagées inscrites dans la charte au regard des articles 8 à 10? Le message est assez simple. Le Mali et les Maliens ont souffert. Le Mali est à la croisée des chemins. Le Mali a besoin de tous ses fils, peu importe notre statut social. Chacun d'entre nous doit jouer son rôle là où il est, avec les moyens de bord. On ne doit pas attendre tout de l'État. Chacun d'entre nous fait partie de l'État et le Mali sera ce que nous souhaiterons faire. Que chacun d'entre nous puisse être un ambassadeur pour la promotion de la charte, que chacun d'entre nous puisse être un ambassadeur de la paix, parce que ce n'est qu'au prix de la paix que le vivre ensemble sera possible, que le Mali va être envié de tous. Alors, c'est la fin donc de cet entretien, chers abonnés. Merci à tous. Merci à vous, professeur Brema, Merci, c'est normal. de nous avoir réussi. Alors, ce dialogue rappelle donc que nos autorités traditionnelles, au cœur des valeurs partagées et des mécanismes endogènes de paix, ont un rôle essentiel à jouer dans l'avenir du Mali. Cet entretien est produit dans le cadre du partenariat Groupe Renaissance JDH qui vise à renforcer l'appropriation citoyenne de la charte et à promouvoir une cohésion sociale durable.